En 2003 sort Fallen, le premier album d'Evanescence. C'est un raz-de-marée mondial et du jour au lendemain, le groupe devient incontournable. Mais derrière le succès de cet album, la vérité est beaucoup moins glamour. Pendant plusieurs années, Amy Lee, la chanteuse, a dû se battre contre son label, contre son propre groupe et parfois même contre elle-même pour défendre sa vision des choses, pour se faire entendre, parce que plus Evanescence se rapprochait du succès, plus elle avait l'impression d'en perdre totalement le contrôle. Et il s'en est vraiment fallu de peu pour que Fallen ne voit jamais le jour. Est-ce que vous vous êtes déjà senti perdu, comme si le monde était contre vous, comme si personne ne vous comprenait? Au milieu des années 90, c'est exactement le cas d'Amy. Elle a une quinzaine d'années, elle vit à Little Rock, la capitale de l'Arkansas, et les seuls moments où elle se sent vraiment bien, c'est quand elle est avec son clavier. Elle peut jouer pendant des heures, ça lui procure toujours autant de plaisir et surtout un sentiment d'évasion. Et un jour, ses parents l'inscrivent à un camp d'été chrétien, même si en vrai la religion elle n'en a pas grand chose à carrer, mais pour ses vacances, elle a pris son clavier avec elle. Et au fil des jours, elle repère un garçon qui joue de la guitare et qui a l'air archi talentueux. Il s'appelle Ben. Ils font connaissance, le courant passe très bien, ils se sentent isolés du reste du monde, mais à deux. Et leur amitié continue. Après ces vacances, ils se voient chez l'un, chez l'autre, et puis surtout, ils font de la musique. Ils ont tous les deux des personnalités très différentes. Elle est dans la création, dans le ressenti pur, dans les émotions, et lui, il réfléchit plus en termes d'efficacité et de mélodie. Au fil des semaines, ils se rendent compte qu'ils ont du potentiel, beaucoup de potentiel d'ailleurs, et ils savent déjà très clairement ce qu'ils veulent. Amy, elle est admirative de certains compositeurs de musique de film, comme par exemple Danny Elfman, et Ben, lui, est fan de métal. Et ça pourrait être cool de réussir à fusionner tout ça. Faire une musique novatrice, à la fois symphonique, et qui marque les gens. Ils ont une vision extrêmement ambitieuse. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de la réaliser. Ils n'ont pas d'argent, et leur équipement, il est assez sommaire. Ils ont un clavier, une guitare, un ordinateur, et basta. Par exemple, Amy, qui a envie d'ajouter des instruments à cordes dans sa musique, le seul moyen qu'elle trouve, c'est d'utiliser des effets sur son clavier. Donc, comment faire? Comment faire pour donner vie à la musique ambitieuse qu'ils ont en tête? Il donne quelques concerts pour les gens du coin, il n'y a pas grand monde, mais les retours sont plutôt positifs. Mais Amy, qui est une personne très introvertie, elle a énormément le trac. Et elle sait pas si elle pourra vraiment être la chanteuse d'un groupe si elle continue à avoir autant peur sur scène. Pour autant, le duo trouve le nom d'Evanescence, c'est un mot poétique qui leur plaît beaucoup, et puis ils sortent 2 EP, qui sont imprimés en très peu d'exemplaires, qui sont surtout vendus à des amis, mais ça leur permet quand même d'acheter des pizzas. C'est important les pizzas. Malgré qu'un public local apprécie la musique d'Evanescence, personne ne les comprend vraiment. Ce qu'ils proposent est trop bizarre, trop sombre. La mère d'Amy, en lisant ses textes pour la première fois, lui demande si elle aurait besoin de voir un psy. Pour les concerts, ils veulent faire les choses bien. Alors ils recrutent des musiciens supplémentaires pour les aider, mais personne ne partage leur vision des choses. Donc ils sont condamnés à rester un duo, ils peuvent vraiment compter que l'un sur l'autre. Le premier CD quasi officiel du groupe sort en 2000 et s'appelle Origine. Il contient que des démos, c'est fait comme d'hab avec les moyens du bord, il sonne pas du tout comme le duo le voudrait, Amy le trouve ridicule, bref. Il n'empêche que dedans il y a une chanson qui s'élève largement au-dessus des autres. Une chanson qui commence par du piano. Quand un producteur du nom de Pete Matthews entend My Immortal, il en tombe amoureux instantanément. Il sait que le groupe a un potentiel de malade et qu'il faut absolument les faire connaître. Alors, il les prend sous son aile. Son objectif est très simple, retravailler toutes les démos, les réenregistrer et démarcher les maisons de disques avec. Donc pendant plusieurs mois, Ben et Amy bossent comme des fous, évidemment sur leur temps libre parce qu'ils ont 18 ans et qu'ils vont encore à l'école. Et quand enfin Pete estime que les démos sont solides, il passe des coups de fil. Ils se déplacent en rendez-vous pour rencontrer des professionnels de l'industrie musicale, mais leur réponse est toujours la même. Trop rock, trop sombre, trop gothique, trop ambitieux, il n'y a aucun public pour ce style de musique. Mais Pete, il est têtu. Et selon lui, c'est la chanson My Immortal qu'il faut promouvoir, c'est la meilleure chanson du groupe. Donc il va à New York, il rencontre Diana Meltzer, c'est la gérante du label Wind Up Records, et il lui fait écouter My Immortal. Elle en tombe, elle aussi, immédiatement amoureuse. Et elle a un feeling, même si c'est juste un piano-voix, ça peut être un tube. Alors elle propose à Amy et Ben de les signer, ils acceptent, on est en 2001, c'est une incroyable nouvelle pour Evanescence. Enfin, ils vont pouvoir faire des albums et vivre de leur musique. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça. Les gens de Wind Up, le tout nouveau label d'Evanescence, ont beau réfléchir encore et encore, ils en viennent toujours à la même conclusion.
le groupe n'est pas encore prêt pour enregistrer un premier album. Ben et Amy sont trop jeunes, trop inexpérimentés, alors le label croit en eux, ils savent que oui, il y a beaucoup de potentiel, ça y a aucun doute, mais il faut qu'ils apprennent à écrire des vraies chansons pour toucher le grand public. Alors quelqu'un du label leur dit cette phrase: si vous êtes déjà aussi bon alors que vous êtes encore à l'école et dispersé, imaginez ce que ça donnerait si vous n'aviez plus qu'à écrire de la musique dans un endroit comme Los Angeles. Un endroit comme Los Angeles, c'est-à-dire que vous allez partir pour Los Angeles. Là-bas, c'est foisonnant, c'est le meilleur endroit des États-Unis pour avoir de l'inspiration. Donc on va vous prendre des billets d'avion, un appartement à nos frais, et vous allez vous y enfermer tous les deux là-bas pendant 6 mois. Ben et Amy disent oui, même si 6 mois ça leur paraît beaucoup, donc ils arrêtent l'école. Pour la simple et bonne raison que la musique, c'est ce qu'il y a de plus important pour eux, c'est la chance de leur vie. Ils veulent se consacrer corps et âme à leur premier album. Donc ils partent pour Los Angeles, ils ont un appart, un petit studio et beaucoup de temps. C'est frustrant pour eux d'être tout seuls là-bas, mais le temps passe vite. Tellement vite que ça fait déjà 6 mois qu'ils sont là. Mais il y a encore beaucoup de taf. Donc leur séjour se rallonge, et pendant ce temps-là, c'est des journées entières qu'Amy passe à écrire. Elle s'inspire d'une relation abusive dans laquelle elle restait pendant 3 ans, elle compose un tas de mélodies sur son piano et elle travaille sur elle-même. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'elle avait le trac sur scène et que c'était quelque chose qu'il fallait travailler? Le label a prévu un truc pour ça. Ils ont payé un professeur d'expression scénique pour Amy, un prof un peu bizarre qui lui fait faire des choses bizarres, comme chanter en playback en gesticulant dans tous les sens, le tout en le fixant droit dans les yeux. D'ailleurs, le label commence à être vraiment relou avec le groupe. La première suggestion qu'ils leur font, c'est de faire appel à un auteur-compositeur. Apparemment, c'est bien vu de s'entourer d'un professionnel pour écrire des chansons, mais ça fait bien rigoler Ben et Amy qui refusent, parce qu'ils sont clairement capables d'écrire leurs propres chansons. Ben, lui, c'est un guitariste, alors le plus clair de son temps, il essaie de trouver des riffs, des mélodies, des idées de refrains, et surtout, eux deux, ils travaillent jamais ensemble. C'est pas quelque chose qu'ils arrivent à faire, c'est bizarre pour eux de se retrouver dans la même pièce pour écrire, donc ils bossent chacun de leur côté, et dès qu'ils ont un résultat, ils en parlent, et ils voient ce qu'ils peuvent mettre en commun. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose en commun. Et les mois passant, certaines frictions commencent à apparaître. Par exemple, Amy, elle se fiche de comment sa musique est perçue. Pour elle, ça doit rester un exutoire émotionnel avant tout. Pour Ben, en revanche, il faut absolument réfléchir en termes de tubes, d'accessibilité et du coup d'argent. Donc il supprime certains passages qui lui conviennent pas, et ça fait énormément stresser Amy parce qu'il est de plus en plus lourd chaque jour et qu'il lui fait sans cesse des remarques. Et là-dessus, le label en rajoute une couche, en rappelant à Amy que Ben a raison et qu'il faut que leur musique soit catchy avec des refrains mémorables et surtout taillés pour la radio. Donc, les modifications apportées aux chansons soi-disant finies sont interminables. Et au fil des mois, Amy a vraiment l'impression que toute la dimension artistique et les émotions qu'elle a mises dans sa musique sont retirées au profit d'un résultat plus commercial. Quand ils ont enfin terminé les 11 maquettes des chansons de l'album, eh bien, Amy et Ben sont à Los Angeles depuis maintenant 2 ans. Ok, il y a eu des moments de doute, il y a eu des tensions, il y a eu de la frustration, mais malgré ça, le groupe est très fier de son travail. Maintenant, le label n'a pas encore validé ce travail. Il n'y a pas encore eu le grand « oui, c'est parfait, on passe à la suite ». Parce que Wind Up, eux, ils pensent en termes d'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut que la musique soit vendable. Et ils ont un doute à ce moment-là. Aux États-Unis, en 2002, il n'y a pas vraiment de groupe mainstream qui fait du rock et qui est mené par une femme. Il y a bien sûr des contre-exemples. No Doubt ont cartonné dans les années 90, Garbage ont clairement trouvé leur place dans la scène rock alternatif, et il y en a d'autres, mais le label se demande si un groupe comme Evanescence trouvera vraiment un public. Parce que la mode du moment, c'est le néo-metal. Ce mélange de métal et de rap, dont le groupe qui pète tous les codes, c'est Linkin Park. Et Wind Up se disent, tous ces groupes qui marchent bien actuellement, c'est que des mecs. Donc comment est-ce que Evanescence va pouvoir concurrencer Korn, Deftones, Papa Roach et compagnie s'il n'y a pas une voix masculine dans leurs chansons? Donc ils appellent Ben et Amy, ils leur expliquent le problème, et ils leur disent, on a la solution. Vous allez faire passer des auditions à des chanteurs pour qu'il y ait une voix masculine sur les 2/3 de votre album. Amy et Ben deviennent livides, c'est pas possible qu'on leur demande ça après 2 ans de travail. Pour Ben, à la limite, c'est un compromis qui pourrait être fait, mais pour Amy, c'est hors de question. C'est hors de question que Evanescence sacrifie sa musique pour s'aligner sur la tendance du moment, c'est pas l'esprit du groupe. Et puis elle a peur que sa musique reste ancrée dans une époque en faisant ça, et puis Evanescence, c'est pas un groupe de néo-metal. Et c'est clairement pas les Linkin Park féminins. Donc elle arrive à mettre Ben dans sa poche, et ensemble, ils refusent la demande de Wind Up, qui font évidemment la gueule, et ils disent « Ok, très bien, vous voulez pas jouer le jeu, on va vous couper tous les fonds qu'on vous avait alloués jusqu'à maintenant. Vous allez partir de Los Angeles et oublier tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. » Et c'est exactement ce qui se passe. Les 2 musiciens rentrent chez eux dans l'Arkansas, Evanescence
c'est terminé. Amy est chez ses parents. Elle se repose, elle a l'impression que ces 2 dernières années sont passées en un éclair. Les jours passent, les semaines passent, et un matin, elle voit que c'est un numéro masqué, mais à cette époque on décrochait encore. C'est le label qui lui disent qu'ils ont réfléchi et qu'ils veulent reprendre le travail avec eux. À une condition, il y a un film qui va sortir début 2003 et vous avez l'opportunité d'être sur la BO. Dans le film, il y aura une scène de combat entre un homme et une femme et c'est là que la chanson Bring Me to Life sera jouée. C'est une super nouvelle et ça sera la chanson qui vous fera découvrir au monde. Mais il faut une voix d'homme. Il faut un mec qui rappe, qui chante, on sait pas trop encore mais c'est la seule demande qu'on a. Promis, on touche pas aux autres chansons. Parce que les programmateurs des radios rock sont catégoriques, quand le label leur ont fait découvrir les premières secondes de la chanson Bring Me to Life, eux, tout ce qu'ils ont entendu, c'est du piano et une femme. Et ils ont tous répondu que c'était hors de question que ça passe sur leurs ondes. Donc Amy et Ben se disent ok, si c'est juste sur une chanson, on va leur faire plaisir, même si ils ont peur d'induire le public en erreur sur l'identité du groupe, ils donnent leur accord. Et Amy écrit des paroles pour le futur chanteur qui est encore inconnu, mais Wind Up, ils savent déjà à qui demander en fait. Puisque il y a un autre groupe qui est signé chez eux qui s'appelle 12 Stones, et le chanteur, Paul McCoy, fera une voix parfaite. Maintenant que tout est bon, le groupe part en studio pour enregistrer toutes les chansons avec des vrais musiciens en renfort. On arrive fin 2002, mais Amy, elle a encore une grosse frustration. Le label refuse qu'Evanescence enregistre la chanson My Immortal parce que la version démo qui figurait sur Origin est selon eux irremplaçable. Et pour Amy, c'est n'importe quoi, elle avait une voix d'ado à l'époque, c'est même pas un vrai piano qu'elle utilisait sur la chanson, c'était un clavier branché en MIDI. Donc pourquoi ne pas la refaire en fait ? Elle demande, on lui dit non, elle redemande le lendemain, on lui dit toujours non, et puis elle finit par dire « D'accord, on garde la version démo de My Immortal, mais s'il vous plaît, il faut absolument rajouter une orchestration dessus, avec des vraies cordes, et sur d'autres chansons de l'album aussi d'ailleurs. » Le label dit non, mais ça fait plus de 2 ans qu'Amy se soumet aux décisions des autres et elle en a marre, elle en a juste marre. Donc elle promet que si l'album flop, elle remboursera toute l'orchestration de sa poche. Mais il faut le tenter. Et chose incroyable, ils finissent par accepter. Le groupe s'envole à Seattle pour enregistrer les cordes, et c'est un des plus beaux souvenirs d'Amy. Maintenant que l'album a pris une forme définitive, il va falloir que le groupe commence à travailler sur l'artwork. Prendre des photos, beaucoup de photos, pour préparer la pochette, le livret, les affiches, la promo, etc. Mais il y a quelqu'un du label qui suggère à Amy, sans lui dire explicitement bien sûr, que ça serait pas mal qu'elle perde un peu de poids. Parce que le fait d'avoir une chanteuse mince et sexy, ça permettrait de vendre plus d'albums. Alors elle réfléchit un peu et elle se dit que ils ont pas tort après tout, si ça peut permettre de vendre et gagner plus d'argent à la fin, pourquoi pas ? Pas du tout. Elle refuse de se soumettre à ça parce que, encore une fois, son métier c'est de faire de la musique, point barre, c'est pas de faire la potiche dans un groupe de mecs. Début 2003, le film Daredevil est à l'affiche dans tous les cinémas, les critiques sont pas folles. En revanche, c'est un carton au box-office, et puis surtout, les gens découvrent Evanescence. La BO du film sort dans la foulée, Bring Me to Life explose, c'est un raz-de-marée dans le monde entier, et tous les programmateurs de radio qui auparavant voulaient pas la passer, ils sont maintenant obligés de le faire, parce que la demande est beaucoup trop forte. Fallen, le premier album d'Evanescence, sort 1 mois après, c'est un carton immédiat. Et en apparence, Amy et Ben ont l'air d'être les meilleurs amis au monde. Le succès de Fallen est colossal, 17 millions de ventes, 43 semaines dans le top 10 aux États-Unis, il obtient 2 Grammy Awards. Pour Amy, le succès de l'album est plutôt ironique parce qu'elle a fait énormément de concessions, elle a dû céder beaucoup de choses pour aller à la fois dans le sens de Ben et dans le sens du label, et elle doit bien admettre qu'au final, ils avaient en partie raison. Bring Me to Life marque les gens avec à la fois le piano, la guitare, la voix d'Amy et la voix de Paul McCoy. Les refrains de l'album qui devaient absolument être mémorables, sinon rien, sont en effet mémorables. Les chansons sont vraiment
vraiment taillé pour la radio, et tout ça, ça contribue énormément au succès de l'album. Le groupe acquiert des fans d'un coup et partout dans le monde, et forcément, une tournée se prépare. Mais même si devant les nombreuses caméras des journalistes, Ben et Amy semblent être heureux de ce qui leur arrive, c'est juste une façade. Parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'ils s'adressent quasiment plus la parole, que leur amitié n'existe plus. Aujourd'hui, ils se considèrent comme des partenaires de travail, rien de plus. Et la tournée qui commence n'arrange rien du tout. Ben n'apprécie pas toujours que l'attention soit portée sur Amy et pas sur lui. Il devient négatif et il mine vraiment tout le groupe avec ses sautes d'humeur. Pour Amy, chaque jour en la présence de Ben est devenu un calvaire. Elle sent qu'il va se passer quelque chose parce que ça peut pas continuer comme ça. Mais quoi ? Le groupe tourne en Europe à ce moment-là. Le public est surexcité, les membres du groupe sont fatigués, et Ben sait qu'il n'y aura pas de deuxième album avec Evanescence pour lui. Le rythme est intenable, et puis avec Amy, c'est bataille sur bataille. Donc il y a une solution qui s'offre à lui, c'est de demander à Amy de quitter le groupe. Il trouvera bien une autre chanteuse, il y en a plein, ça sera pas un problème. Mais lui qui pense en termes d'impact et d'accessibilité dans sa musique, il sait très bien que la voix d'un groupe, c'est un élément très fort de son identité. Evanescence sans Amy, c'est plus Evanescence. Mais Evanescence sans lui, alors il prend les devants et il quitte le groupe. C'est vraiment pas le meilleur moment, il y a un concert à donner ce soir, il y en a un autre demain, il y en a un autre après-demain, donc le label est en panique, il pense que la tournée est foutue, ils contactent Amy et ils lui disent « Écoute, faut absolument que tu rappelles Ben et que tu lui supplies de revenir ». Et elle répond qu'elle le fera pas. Elle le fera pas parce qu'il n'attend que ça, et puis en vrai, elle est soulagée. Et puis c'est pas grave s'il manque un guitariste pour ce soir, elle va gérer le groupe, ça va aller, parce qu'il n'y a pas le choix. Même si elle se sent seule, qu'elle n'a pas beaucoup le soutien de son entourage, et qu'à seulement 21 ans elle se retrouve à porter Evanescence sur ses épaules, elle se sent libérée d'un poids immense. Après le départ de Ben, Amy peut enfin faire ce qu'elle n'a jamais vraiment pu faire jusque-là, respirer. Et pour la première fois, Amy a surtout l'impression que le groupe lui appartient. Qu'elle a plus à négocier pour le moindre détail, qu'elle a plus à se battre parce qu'à tel endroit de telle chanson, elle veut par exemple de l'orgue ou un refrain électro. Bref, elle n'a plus à se compromettre. Et forcément, quand The Open Door sort en 2006, l'album est très différent du premier. Beaucoup plus personnel, plus créatif, mais forcément moins impactant. Et même s'il reproduit pas le raz-de-marée de Fallen, le public suit quand même massivement. À seulement 25 ans, Amy porte le groupe à elle toute seule, et petit à petit, elle finit par s'épuiser. Alors elle fait une longue pause, elle fait de la peinture, elle apprend à jouer de la harpe, et elle recommence à faire de la musique sans aucune pression, sans qui que ce soit derrière elle qui lui dise quoi faire. Et c'est ce qu'elle va faire jusqu'à aujourd'hui. Finalement, malgré tous les compromis, toutes les tensions, malgré tout ce que l'industrie a essayé de contrôler, Amy a fini exactement là où elle voulait être au départ, derrière son piano, à écrire la musique qu'elle aime.